On vous écoute. Oui, merci. Donc, je suis médecin-chef des services Éric Darré. J'ai travaillé effectivement cette année, soit au deuxième sous-sol de l'état-major des armées à planifier des opérations, soit au poste d'Emmanuel Angot ou à d'autres postes opérationnels. Je voudrais quand même mesurer un petit peu les paroles de mon camarade Emmanuel quand il a fait preuve d'une grande humilité, quand il a dit qu'on était relativement protégé en tant que médecin militaire par rapport effectivement aux médecins des ONG, parce on est protégé par la force qui nous entoure. Je voudrais simplement souligner ce qu'il a dit, mais c'est passé en filigrane dans son exposé, que le service de santé paye un lourd tribut aujourd'hui sur les théâtres d'opération, plus important en pourcentage que les forces armées, ce qui fait poser la question, est-ce que c'est parce qu'on nous cible, et c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, ou est-ce que c'est parce que nous sommes plus exposés? Nous, on n'a pas de stats là-dessus. Sur les problèmes éthiques, je ne partage pas du tout son opinion. Je pense qu'il y a des gros problèmes éthiques qu'on se pose. Moi, je m'en suis posé quand je planifiais les opérations. Une éthique de responsabilité face à une éthique de conviction. Sur le théâtre d'opération, nos médecins demandent tout pour leurs patients et tout de suite, le meilleur possible pour les patients, quel que soit le prix. Et quand on est malheureusement à l'état-major des armées à Paris, on doit gérer un budget, on doit gérer des effectifs et on gère ça différemment. Donc c'est quand même un peu différent. Je voudrais quand même poser une question, parce que l'objectif d'être dans la salle, c'est de poser des questions et pas faire des exposés. Je la poserai à monsieur... Excusez-moi, je vais être obligé de reprendre le papier parce que je n'ai pas mémorisé le nom. Arny, voilà. On a fait un excellent constat d'un échec, finalement, qui est la protection de la mission médicale, qu'elle soit civile ou militaire. J'ai envie de dire maintenant quelle perspective, c'était finalement la question qui était posée sur votre petite publicité, et peut-être qu'on va l'aborder, mais qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que finalement cette situation d'échec, c'est une situation d'échec du droit international humanitaire? Est-ce qu'il est toujours adapté? Et comment on s'en sort? Merci. Moi, allez-y. Merci de poser cette question, parce que ça fait quelques minutes, je me disais qu'il faudrait qu'on passe à cette partie-là de l'avenir et pas rester juste sur un constat d'échec. Parce que ça date pas d'hier qu'on tire sur des ambulances. Hein. La Deuxième Guerre mondiale a été par exemple, riche d'incidents de cette nature-là. Alors, ce que j'aimerais dire en préambule, juste, c'est la chose suivante. C'est que la communauté des soins de santé, les médecins, les personnels, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ce n'est pas eux qui peuvent amener une meilleure protection ou un meilleur accès aux soins de santé. Ce n'est pas l'affaire du médecin, ce n'est pas l'affaire de l'ambulancier, ce n'est pas une question de formation, ce n'est pas une question de professionnalisme de ce côté-là. C'est vraiment la responsabilité, elle est évidemment auprès des belligérants ou auprès de ceux qui détiennent l'autorité sur un territoire, que ce soit dans un conflit armé ou dans une situation de violence armée. Le droit international humanitaire couvre et protège les personnels de santé, protège les structures de santé, les structures sanitaires, protège les moyens d'évacuation, établit de manière assez précise aussi la gravité des attaques en termes de criminalisation, en termes de poursuites judiciaires, la gravité des attaques, les qualifie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité pour certaines. On parlait de Vukovar. Il y a 2 officiers qui ont été condamnés respectivement à 35 et 17 ans, hein, les 2 officiers en charge de l'hôpital de Vukovar le jour où le massacre a eu lieu. Et puis, les exécutants ont été, eux, condamnés par un tribunal serbe à des peines de 8 à 12 ans. Donc voilà, il y a le droit international humanitaire protège la mission médicale. Je crois que c'est, comme on l'a dit souvent, ce n'est pas une question de trous dans le droit ou de choses qui manqueraient dans le droit humanitaire. Le droit international et les droits de l'homme également protègent de la même manière, structurés de la même manière, la mission médicale dans des situations en dessous du niveau d'applicabilité du DIH. Donc le problème n'est pas là, le problème est comme d'habitude dans une meilleure application de ce droit. Nous, dans ce projet qu'on démarre aujourd'hui avec la résolution dont vous parliez tout à l'heure, il y a 2 mois, on aimerait se situer en dessous ou en deçà du droit. On aimerait se situer dans des choses extrêmement simples, extrêmement concrètes, extrêmement opérationnelles, au niveau du checkpoint, au niveau vraiment du terrain. Hein. Je vous donne un exemple rapidement. Dans les 2 provinces du sud de l'Afghanistan, où on ne pouvait plus se rendre nous-mêmes, contrairement à ce qu'on a fait pendant 30 ans,
notamment la province du Helmand, on a remarqué ces dernières années vraiment une mortalité assez forte des blessés évacués par des moyens civils, des ambulances privées ou des taxis surtout. Une fois qu'on a fait ce constat, on a établi que la mortalité était due à des retards qui avaient une solution concrète. Ces retards étaient dus au fait que les véhicules étaient arrêtés à un point de contrôle. Les Standing Operating Procedures, les SOP, les procédures opérationnelles de l'ASA faisaient que c'était des suspects, évidemment, véhicules civils, blessés, suspects, donc à la base pour interrogatoire. Et cette mortalité se situait dans le temps d'attente au point de contrôle et le temps d'attente pendant l'interrogatoire, avant que le blessé soit stabilisé à l'hôpital. Il y avait vraiment une très forte mortalité. On a analysé le problème, on a fait une démarche auprès du commandement intégré des forces internationales en Afghanistan. C'est monté jusqu'au général en chef de l'opération, McChrystal à l'époque, qui a accepté, pour des raisons, j'imagine, assez stratégiques, le changement d'une procédure opérationnelle précise. Et la nouvelle procédure, c'est le blessé d'abord à l'hôpital, stabilisation, y compris sous garde, si nécessaire, et ensuite à la base pour interrogatoire. Voilà le niveau concret où on aimerait situer ce projet qu'on lance pendant les 4 prochaines années. Au niveau de la pratique militaire, on va travailler avec environ 25 forces armées dans les mois à venir pour sortir des procédures opérationnelles de ce niveau-là de réalité. Concernant justement l'intrusion dans les hôpitaux, concernant le rôle de l'armée dans les hôpitaux, dans les structures, etc., concernant les points de contrôle, concernant d'autres problèmes liés à la pratique militaire. Dans 4 autres domaines, on va également consulter des experts civils, militaires, gouvernementaux, non gouvernementaux, pour essayer de sortir des recommandations extrêmement concrètes pour protéger les médecins contre les effets de l'interrogatoire, pour protéger des personnels contre la pression dont ils sont régulièrement l'objet. Alors c'est à ce niveau-là que se situe cette initiative du CICR qu'on ne veut pas mener seul, qu'on aimerait mener en partenariat avec d'autres organisations sur le plan de la substance, avec MSF par exemple, mais aussi avec des États, de manière à dépolitiser la question de la protection de la mission médicale, qui paraît être un sujet au cœur du mandat de la Croix-Rouge, un sujet, évidemment, tout le monde est d'accord, sauf quand on arrive au niveau de détail et qu'on s'aperçoit que des médecins disparaissent, que des ambulanciers sont arrêtés, que l'accès à des populations et des hôpitaux qui ont besoin d'assistance ne peut pas avoir lieu. On arrive très souvent, très vite, à une politisation extrême de la chose, particulièrement quand on est en dessous du niveau d'applicabilité du DIH, donc quand on est dans des situations de violence urbaine ou dans des situations, je dirais, de troubles internes. Alors là, on arrive à un niveau de sensibilité qui rend la réponse à ce vaste problème, à notre avis, cette réponse doit être le plus pratique possible, au niveau des recommandations, des mesures pratiques de mise en œuvre, sur 5 sujets en particulier dont on aura l'occasion de parler, dont la pratique militaire des États. Ça, c'est une chose, et avec les groupes armés, on aura peut-être aussi l'occasion d'en parler. Et là, on traite de cette affaire-là au niveau contextuel dans chaque pays. Il n'est pas question de faire une confiance internationale des groupes armés, évidemment, mais on le fait de manière contextuelle pour renforcer le dialogue avec eux et, si possible, la responsabilisation également. Parce qu'ils ont un rôle très important. Selon notre étude, ils sont responsables d'environ la moitié des incidents contre la mission médicale. Donc voilà, une volonté d'engagement, mais vraiment, avec des partenaires, mais de manière extrêmement concrète, parce qu'il faut descendre le débat vraiment au niveau où Pascal a dû le vivre en évacuant des blessés du Liban. C'est à ce niveau-là que se joue la vie ou la mort d'un blessé ou la vie ou la mort d'un personnel soignant. Alors, il y a beaucoup d'interventions. Moi, j'ai noté Philippe Richman, Michel Galli, Marc Pérouse de Monclos. Philippe Richman, soyez bref si possible. Je vais être très bref parce que de toute façon, la question qui a été posée précédemment était après celle que je voulais poser, mais je voulais juste faire le lien avec ce qui est un partie du débat. J'ai été un petit peu insatisfait tout à l'heure de la réponse qui avait été apportée à la question de Marie-Pierre Allier, c'est-à-dire qu'effectivement, je veux bien qu'il n'y ait pas d'études scientifiques.
c'est difficile à mesurer. Moi-même, je m'inscris souvent dans une dimension historique, mais il y a un ressenti, en tout cas, et si le CICR fait cette étude, je pense que ce ressenti, il repose aussi sur des éléments factuels et concrets. Et donc, je crois qu'il faut, effectivement, on le voit aujourd'hui d'ailleurs en Syrie, peut-être revenir aux fondamentaux de l'humanitaire, et notamment de l'humanitaire non gouvernemental, donc CICR et ONG. Mais moi, je souhaiterais effectivement que on vient d'avoir un petit peu la position du CICR, qui est, si je puis me permettre, juste une synthèse, un mixte de droit humanitaire et puis effectivement de pratiques de terrain très micro-terrain, mais il me semble qu'effectivement, il serait intéressant d'avoir le point de vue de Dominique, de René notamment là-dessus, quel type effectivement de réponses peuvent être apportées pour faire le lien avec l'actualité récente, enfin l'actualité de tous les jours de la Syrie. Les demandes de cessez-le-feu du CICR ne reçoivent pas de réponse. Les demandes de MSF, qui me semble qu'on est au cœur du sujet, la demande de MSF de sanctuarisation, en quelque sorte, des centres de santé, des hôpitaux, de démilitarisation, entre guillemets, des hôpitaux ou des centres de santé se heurte aussi à une non-réponse de la part notamment des autorités gouvernementales. Comment fait-on et quel type, effectivement, quels sont à la fois, si vous pouviez un petit peu pousser l'analyse, et le type de propositions qui pourraient être faites face effectivement au sujet donc des soins de santé en danger, donc à la fois des attaques, de l'effondrement, comme disait Dominique, des systèmes de santé. Donc je crois qu'on ne peut pas uniquement répondre ni par le droit, ni par ça s'est toujours passé. Non, c'est clair. Je vais peut-être juste un mot rapide. On doit d'abord répondre par une action opérationnelle sur le terrain. Hein. Maintenant, quand elle est possible, elle est possible. L'exemple de Sarajevo, par exemple, dans ces années-là où il y avait une ville assiégée, mais où pouvait rentrer une assistance humanitaire au compte-gouttes, un soutien aux hôpitaux, etc. Maintenant, il y a aussi l'échec constaté par exemple à Vukovar avec une tentative de neutralisation de l'hôpital le jour même, qui s'est transformé en cauchemar lorsque les 300 blessés et le personnel soignant ont été mis dans des bus et retrouvés 5 ans plus tard dans une fosse commune. L'exemple de la Syrie où il y a Homs avec cette tentative de créer donc 2 heures par jour un cessez-le-feu, mais pour ça il faut que toutes les parties acceptent. On attend toujours la réponse du gouvernement syrien. Il y a aussi d'autres villes. Il y a aussi d'autres villes de Syrie où on a pu entrer récemment, mardi, Hama, Idlib, au nord. Donc voilà, il y a une réponse opérationnelle. Mais quand je disais tout à l'heure les perspectives, et notamment les perspectives de ce projet, reposent sur 2 axes. Renforcer notre réponse opérationnelle, quand je parlais du dialogue avec les groupes armés ou quand je parlais du dialogue avec les forces armées, c'est... Le deuxième axe, c'est donc trouver des moyens qui ne sont pas des moyens juridiques, mais qui sont des recommandations pratiques pour améliorer des choses extrêmement concrètes auxquelles on fait face dans ces conflits. Donc la réponse opérationnelle, d'une part, et puis la réponse qu'on veut aussi creuser avec des experts pour trouver des réponses là où elles n'existent pas encore. Si je puis juste ajouter une phrase, simplement par rapport à ce que disait aussi Ronnie tout à l'heure, on partage tous le constat sur le fait que la distinction entre combattants et non-combattants disparaît, s'efface, mais en même temps, on ne peut pas, je dirais, s'en contenter ni l'accepter. Qu'est-ce qu'on peut, en termes de force de proposition, proposer dans la communauté humanitaire pour aller contre, effectivement, cet effacement? Quels sont le type de réponses qu'on a? Moi, je propose que quel type de réponse on se le garde pour la conclusion qui sera dans 35 minutes, mais peut-être qu'on prenne d'autres questions. Il y avait donc Michel Galli, Marc Pérouse de Monclos, Alain Chevalier-Ras. Juste une petite précision, puisqu'on a parlé du cessez-le-feu sur les villes en Syrie, notamment aujourd'hui sur Homs. On a des indications aujourd'hui tout à fait positives concernant un cessez-le-feu demain pour entrer dans Homs. Ça vient de sortir. C'est juste pour dire que les négociations prennent du temps. C'est normal. Il faut en discuter avec une multitude de personnes. Ça ne peut pas être acquis du jour au lendemain, mais enfin, ça progresse quand même.
Très bien, c'était Laurent Corbat, donc du CICR Paris.